C'est-à-dire qu'un paradis perdu, c'est un paradis qui n'a jamais existé, qui est fantasmé, tu vois. C'est une nostalgie de quelque chose qui n'a jamais existé. Et c'est l'image que j'avais dans l'enfance des époques qui m'avaient précédé, les années 60 essentiellement. Et ce que je voyais à la télé, c'est-à-dire que tu voyais des films, je voyais des films où je lisais des bandes dessinées, ou des livres, enfin, qui étaient d'époques qui m'avaient précédé. Si par exemple je regardais un film américain qui se passait dans les années 60, bon, j'avais conscience que c'était plus notre époque, mais c'était surtout dans un lieu mythique, un lieu imaginaire, dans une époque imaginaire. Et c'est ça un paradis perdu. Et comme je fais beaucoup de western, le western il parle toujours d'un paradis perdu aussi. Le rapport que j'ai avec le western, c'est un rapport de l'enfance, donc c'est une fascination de l'enfance, et c'est quelque chose qui m'a incroyablement marqué quand j'étais enfant, parce que j'en étais baigné. Alors c'est probablement parce que, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication, mais le premier livre que j'ai eu, c'était une bande dessinée, enfin celui dont j'ai le souvenir le plus ancien. J'ai pas eu que des bandes dessinées, j'ai eu des livres d'illustration, et c'était le premier Lucky Luke, qui était un Lucky Luke qui ressemblait pas aux autres Lucky Luke. Il avait rien à voir avec les autres, donc ça revient à ce que je disais sur les paradis perdus, c'est-à-dire qu'il était d'une époque magique. Après, il y a eu les films que je voyais à la télé dans un premier temps, et je pense que c'est beaucoup lié à la notion d'espace, le fait qu'il y ait un espace infini, des paysages qui étaient complètement hypnotiques et des histoires qui étaient dans le fond, qui n'étaient pas des histoires. Il y avait de l'aventure, mais c'était pas des histoires d'aventure. En fait, c'était des tragédies, c'était des. Mais je pense que l'espace, l'idée de l'espace, d'un territoire dans lequel tu pouvais faire, qui est à la fois très contraignant, mais en même temps, il te donne l'impression dans les westerns, tu peux y faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu prends ton cheval et puis tu vas, ce qui n'est pas possible dans la réalité, mais tu te déplaces dedans comme tu l'entends. Comme dans les films de science-fiction, ils se déplacent dans l'espace. Je me rends compte que de toute ma vie, en fait, j'ai essayé de, petit à petit, euh, de réaliser tous mes rêves et mes fantasmes d'enfant. Tout ce qui n'était pas possible quand j'étais enfant, en fait. Et qui me semblait totalement inaccessible. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est ce que j'essaye de faire. Je rentre dans je rentre dans mes rêves d'enfant. Alors la différence entre Gus et Blueberry, bah déjà Gus c'est un personnage qui m'appartient. Gus il vit dans le monde, du cinéma et c'est dessiné avec beaucoup de liberté et en même temps ça me permet de représenter toutes mes fascinations tout en parlant souvent d'autre chose. Dans le fond, Gus parle pas tellement de western, mais ça se passe dans tout le fétichisme du western. La grosse différence entre Gus et Blueberry, c'est que Blueberry, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire qu'on le traite, d'abord, c'est pas mon personnage, mais c'est un personnage que je traite, qu'on a traité avec Johan, et totalement premier degré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est d'essayer d'écrire une histoire comme on pouvait l'écrire éventuellement dans les années 60, 70, même bon, contemporaine, mais où c'est très difficile d'écrire de l'aventure. Parce que c'est très difficile de faire croire qu'il y a du danger, tu vois, qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a un enjeu, un vrai enjeu, qu'il y a un enjeu de vie ou de mort pour des personnages avec leurs problèmes qui leur appartiennent. C'est très très difficile d'écrire ça et de le rendre crédible. En plus, on met pas d'humour, on met pas de distance. C'est-à-dire que il peut y avoir des éléments légèrement comiques, mais pas tellement, c'est pas le but. Il faut que les personnages soient traités avec le plus grand sérieux possible. Alors, je ne souhaite absolument rien ajouter à l'œuvre originale de Charlier et Giraud. Je veux surtout rien expliquer. On voulait surtout ne rien expliquer, ne pas. Par exemple, enfin, moi je trouve que c'est une erreur quand on prend un personnage qui n'est pas le sien, d'essayer de combler les vides qui ont été laissés par les auteurs d'origine. Les différences qu'il peut y avoir, c'est qu'on va y mettre des préoccupations
émotion ou un regard qui va forcément être d'adulte, qui va peut-être être un petit peu plus sombre. Bien que dans le fond, Blueberry soit une série assez sombre, mais elle ne se présente pas comme une série sombre. J'ai commencé à travailler quand j'étais étudiant, et le premier travail que j'ai fait, c'était un carnet de voyage, de raconter les choses au beaucoup plus près de ce qu'elles sont. Avant, j'écrivais, je dessinais les gens sur place, je dessinais les paysages, les gens, ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Et j'écrivais un texte à côté. Maintenant, je réunis ça en faisant une bande dessinée où je les montre en train de vivre, en train d'exercer leur métier, et c'est beaucoup plus fort en fait. La méthode de travail est différente parce que je ne dessine quasiment plus sur place. Mais j'ai gardé de l'époque où je faisais des carnets de voyage, j'ai gardé quand même l'expérience de l'observation et de l'inconfort. C'est-à-dire que je me retrouve dans des situations hyper inconfortables avec mon petit carnet. Je fais plus des dessins comme avant, mais je prends des notes, j'essaye de capter ce qui se passe autour de moi. La première bande dessinée que j'ai fait comme ça, là pour le coup, elle était relativement confortable parce qu'il s'agissait juste d'aller dans un restaurant, éventuellement dans un jardin. Ça avait sa part de difficulté parce que les choses se passent vite. Il faut arriver à retranscrire des choses qui sont difficiles à faire retranscrire, comme c'était dans un restaurant, donc c'était le goût de ce que les gens mangent. Comment décrire le goût? C'est pas le faire vivre. Les séquences ne sont pas délimitées par des cases parce que le but, c'est de décrire des situations où on a le sentiment d'être immédiatement avec moi quand je les vis, donc avec les personnes que je suis en train de décrire. Il faut qu'ils existent tout de suite, et que le but, on n'ait pas l'impression qu'ils aient été mis en scène. Ça donne une idée d'une spontanéité. Alors Le Monde sans fin, c'est effectivement une bande dessinée qui est partie au départ d'une angoisse et d'un suivi du travail de Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici est celui, pour moi, enfin je dis pour moi, mais en réalité je le pense de manière beaucoup plus péremptoire que ça, c'est-à-dire que c'est celui qui explique le mieux ce qu'on vit et qui nous alerte le mieux sur le monde vers lequel on va. Alors moi j'ai un truc aussi avec mes angoisses, c'est que souvent, si vraiment l'angoisse est très forte, en fait je la devance, j'y vais, je vais en parler. C'est quelque chose, si ça commence à habiter mes cauchemars, il faut que je le traite. Il vaut mieux que j'aille au-devant de cette angoisse plutôt que de la laisser et que j'en fasse, qu'elle devienne quelque chose de constructif, c'est-à-dire j'en fais mon métier. C'est-à-dire que je vais faire un acte créatif autour de cette angoisse et de quitter mes paradis perdus pour rentrer dans la réalité. Si mes paradis perdus dont on parlait tout à l'heure, c'est des refuges. Parce que la réalité, je la trouve effrayante. Et elle est pleine de choses qui sont horriblement angoissantes, parce que, dans le fond, j'ai l'impression, et c'est peut-être la chose qui m'angoisse encore le plus, c'est que le monde dans lequel on va détruire mes paradis perdus, et qu'on en perdra totalement le souvenir. Parce que ces refuges-là, si c'est des souvenirs que je peux partager avec d'autres gens d'une certaine manière, c'est une manière de continuer à vivre dans ces paradis, enfin, c'est de les garder vivants. Si on est dans un monde aussi angoissant, on n'aura même plus le temps de rêver, et ces paradis perdus appartenaient à un monde d'abondance qui aura disparu. Donc non seulement il va disparaître, mais c'est l'image même, le fantasme de ces paradis perdus va disparaître avec. Donc il n'y aura plus de refuge. Et il y a une partie que j'ai dans mon travail d'illustrateur que j'aime beaucoup, c'est que je suis un affichiste. Je suis un affichiste, j'ai fait beaucoup d'affiches pour qu'elles soient lisibles, évocatrices, mystérieuses, et en même temps qu'elles attirent ton regard, qu'on comprenne de ce que tu veux dire, mais tu dis pas tout, et tous les éléments graphiques qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est un travail qui me fascine. J'adore ça. Et le fait de travailler sur des lithos en grand format, au départ, c'était de faire comme si c'était des grandes affiches de films à l'ancienne qui étaient faites en litho. Donc à partir de là, j'ai les premières lithographies que j'ai fait comme ça, j'ai fait comme si c'était des affiches de films qui n'existaient pas. Les premières où j'avais même mis une
typographie qui était comme si c'était des affiches japonaises. Des typos japonaises, c'est très beau. C'est la première affiche, j'ai fait comme ça. Après, on a enlevé cette idée de mettre de la typo et d'utiliser l'image seule, mais c'est des images où on a presque envie de mettre un texte avec un faux titre de film. Et je les ai travaillés de cette manière-là. Au-delà de l'idée, il y a l'aspect technique qui est de travailler avec la lithographie dans un atelier qui a été créé à la fin du 19e siècle, avec des techniques très particulières, très longues, très artisanales, et qui demandent de réfléchir d'une façon différente, parce que les couleurs doivent être imprimées dans un ordre particulier, trouver la transcription sur les couleurs lithographiques possibles, la façon dont elles peuvent être imprimées. Qu'est-ce qui est marrant, c'est de se lancer des défis et d'essayer de les résoudre. Donc, et de voir ce que ça va donner. Et des fois, d'être surpris par le résultat. C'est pas exactement ce qu'on a imaginé, mais si on est content, c'est que c'est même mieux que ce qu'on avait imaginé.